On va maintenant s'intéresser à caractériser la force magnétique. On a dit tantôt quand il y a un champ qui est présent dans l'espace et qu'il y a une charge qui va arriver dans cet espace-là avec une certaine vitesse qui va se déplacer, bien, elle va subir une force magnétique qui va dépendre de plusieurs choses. Donc, on va regarder comment va varier la force magnétique en fonction de différents paramètres. On vous dit que l'expérience montre que si on place une charge dans un champ magnétique, elle subira une force dont la grandeur est proportionnelle à trois choses. On va regarder ces trois éléments qui vont faire en sorte de caractériser la force magnétique. La force va être proportionnelle à la grandeur de la charge elle-même. On a une charge qui arrive dans un champ magnétique, plus la grandeur de la charge va être importante, plus elle va subir une grande force. La force magnétique, FB, va être proportionnelle à la charge. Ça va être aussi proportionnel à la grandeur du champ présent. Bien, plus le champ magnétique va être intense à un endroit donné, plus la charge en question va subir une grande force magnétique. La force magnétique va être aussi proportionnelle à la grandeur du champ. Et finalement, on se rend compte que la grandeur de la force magnétique va être proportionnelle à la vitesse qui est perpendiculaire de la part de la charge par rapport au champ magnétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive de façon perpendiculaire, si ma vitesse est perpendiculaire à l'orientation du champ, c'est là que je vais subir la plus grande force magnétique. Si j'arrive de façon parallèle avec le champ, c'est-à-dire dans le même sens que le champ ou à 180 degrés, ben à ce moment-là, la charge en question ne subira absolument aucune force magnétique. Ça veut dire que ça va toujours prendre une composante perpendiculaire pour être en mesure d'avoir une force magnétique. La force magnétique va être proportionnelle à V sin de l'angle entre finalement la vitesse et le champ. On voit que si la vitesse et le champ sont à 90 degrés, c'est là que je vais avoir la force magnétique la plus grande, parce que sin de 90 degrés, ça donne 1. Et si j'arrive avec un angle de 0 ou 180 degrés, je vais avoir une force magnétique qui va être à son plus petit, c'est-à-dire qui va tendre vers 0. Tous ces paramètres-là font en sorte d'obtenir une relation qui va me permettre de trouver la grandeur de la force magnétique. La grandeur de la force magnétique, ça va être égal à la grandeur de la charge, parce que c'était proportionnel à la charge. Ça va être aussi proportionnel à la grandeur du champ, donc le B qui est dans mon équation, et aussi proportionnel à V sin θ entre la vitesse et le champ. Donc, j'ai écrit V sin θ dans l'expression. Finalement, la force magnétique va être égale à QVB sinus θ entre le vecteur vitesse et le vecteur champ. Et ça ici, ça nous donne la grandeur de la force magnétique. On sait maintenant comment calculer la grandeur de la force magnétique, mais ça ne nous dit pas dans quelle orientation elle va être, cette force-là. Puis on va voir qu'elle n'est ni dans la direction de la vitesse, ni dans la direction du champ. En fait, on va voir qu'elle est à la fois perpendiculaire à la vitesse et au champ. L'expérience montre que l'orientation de la force est aussi perpendiculaire à la fois au champ magnétique et à la vitesse. On peut trouver l'orientation de la force à l'aide d'une règle qu'on appelle la règle de la main droite, fort utile. Donc, il faut travailler avec la main droite, bien sûr, parce que c'est la règle de la main droite. Donc, ça, c'est la première chose, de ne pas se tromper de main. Il faut prendre vraiment la main droite. On va utiliser trois doigts qui vont nous permettre de faire finalement des angles de 90 degrés entre nos doigts qui vont représenter finalement la force, la vitesse et le champ magnétique. On dit tout d'abord, on place l'index, le majeur et le pouce de façon perpendiculaire les uns avec les autres. Si vous mettez vos doigts un peu comme si vous pointez avec votre index, puis vous mettez votre majeur perpendiculaire, puis votre pouce qui pointe par en haut, ça nous donne, si on veut, trois axes qui vont être très utiles. Un peu comme sur l'image qui est présentée dessus. Donc, vous pourriez mettre le pouce un peu plus droit là, vers le haut et le majeur plus à 90 degrés là, avec l'index. Qu'est-ce qu'on fait avec nos trois doigts? Et là, c'est ça qui est important de se rappeler. On va orienter l'index
dans la direction de la vitesse de la charge. Donc, on pointe, si on veut, avec notre index, et on déplie le bras dans la direction de la vitesse de la charge. Ensuite, on va orienter le majeur dans la direction du champ magnétique. On déplie l'index dans la direction de la vitesse. On envoie le majeur dans la direction du champ magnétique en faisant pivoter là, notre poignet pour qu'il pointe dans la bonne direction. Et finalement, le pouce va donner la direction de la force pour une charge positive, puis ça va être la direction opposée si c'est une charge négative. Donc, je répète, on oriente l'index dans la direction de la vitesse, le majeur dans la direction du champ, et le pouce va nous donner la direction de la force dans le cas d'une charge positive, et sinon on prend l'inverse. Ça va aller en direction opposée si c'est une charge négative qui se déplaçait dans le même champ. Et là, on vous dit toutes les propriétés de la force magnétique concernant sa grandeur et son orientation qu'on vient de voir peut se résumer par l'expression vectorielle suivante. Donc, vous avez déjà appris à utiliser le produit vectoriel. Bien, la force magnétique rencontre tous les critères pour être en mesure de faire un produit vectoriel avec ces différents paramètres. C'est-à-dire la force magnétique de façon vectorielle va être égale à QV croix B. Donc, V, c'est un vecteur, le champ, c'est un vecteur, et la force magnétique, ça va être aussi un vecteur. On fait le produit vectoriel de QV croix B et ça va nous donner le vecteur force magnétique. Encore une fois, si je fais un petit rappel de ce qu'est un produit vectoriel, bien, la grandeur d'un produit vectoriel, c'est égal à la grandeur du premier vecteur qui multiplie la grandeur du deuxième vecteur multiplié par le sinus de l'angle entre les deux. Eh bien, c'est exactement ce qu'on avait déterminé pour la grandeur de notre force magnétique. La grandeur de la force magnétique va être égale à QVB, sinus de l'angle entre V et B, et l'orientation, bien sûr, perpendiculaire au champ et à la vitesse, comme on vient de le voir tantôt. On peut toujours, si on veut, trouver notre force magnétique à l'aide d'un produit vectoriel. Mais parfois, c'est peut-être plus simple de trouver la grandeur, comme on vient de le faire, et trouver l'orientation avec notre règle de main droite qu'on a vue juste avant. Donc, dépendamment des problèmes, on peut soit utiliser le produit vectoriel proprement dit, ou le séparer. On calcule la grandeur, puis on trouve l'orientation avec une règle de main droite. Donc, si on continue avec une convention, quand on va vouloir représenter un champ qui va être entrant, parce que là, le problème qu'on va avoir, c'est comme on travaille maintenant comme en 3 dimensions, parce que la force, la vitesse et le champ sont orientés très souvent de façon perpendiculaire les uns avec les autres. Ce qui veut dire qu'il va falloir des fois travailler avec quelque chose qui est rentrant dans la feuille ou sortant de la feuille. Donc, quand on va être en présence d'un champ qui rentre dans le mur ou dans la feuille, comme vous le voulez, on va représenter le champ par des petits X. Donc, on met un paquet de petits X là, pour dire qu'il y a un champ magnétique entrant à cet endroit-là. Du côté droit, j'ai mis un champ sortant. Lui, on va le représenter par des petits points qui donnent l'impression finalement de sortir de votre feuille. Ça va être la même chose si on a une particule qui a une certaine vitesse dans une direction qui va être entrante. Là, on va faire une espèce de rond avec un X dedans pour dire que la charge s'en va dans cette direction-là, dans une direction entrante, ou le courant s'en va dans une direction là, qui entre dans la feuille. Ou si on a une direction qui est sortante, à ce moment-là, on va avoir un point, un cercle avec un point pour montrer que c'est sortant. Puisque une charge qui va se déplacer dans un champ magnétique va subir une force, bien, si j'ai un courant qui va circuler dans un fil qui serait dans un champ magnétique, bien, lui aussi va subir une force. Donc, admettons qu'il y a un champ qui existe, puis je fais passer un courant dans un fil, il va subir une force parce que toutes les charges qui sont en train de se déplacer vont subir une force magnétique. Donc, on va être en mesure de calculer finalement la force que va subir un fil qui serait parcouru par un courant dans un champ magnétique. Donc, j'ai représenté ici le fil qui aurait une longueur L et on va définir le vecteur longueur, si on veut, qui est le L avec la petite flèche. Le vecteur L, ça va être un vecteur dont la grandeur est la longueur du fil, mais dont l'orientation est la direction du courant. Donc, le vecteur L pointe toujours dans la direction du courant. Et finalement, j'ai représenté ici, dans mon exemple, un champ magnétique qui serait entrant, parce que j'ai décidé un paquet de petits X vis-à-vis mon fil. Et ça va faire en sorte d'obtenir finalement
une force magnétique qui va être vers le haut. On va voir un peu pourquoi là, après. Nous savons que la force sur une charge, c'est la force magnétique égale QV croix B. Mais on a déjà appris aussi qu'une charge, c'est égal au courant fois le temps. En fait, ça vient de la définition même du courant qui est une quantité de charge qui passe par unité de temps. Donc, la charge est égale à I fois T. On sait aussi que la vitesse, c'est égal à un déplacement par unité de temps. Dans ce cas-ci, les charges vont parcourir une certaine longueur L dans un temps donné T. Si je prends Q et je le remplace par IT, et si je prends V et que je le remplace par la longueur sur le temps, dans l'expression d'en haut, on va finalement obtenir une autre expression qui permet de trouver la force lorsqu'un fil est parcouru par un courant dans un champ magnétique. Donc, la force magnétique que va subir le fil va être égale à IL croix B. Donc, ça ressemble beaucoup à l'équation d'avant. La seule différence, c'est que on remplace finalement la charge par le courant, la vitesse par la longueur, et le champ magnétique, lui, reste pareil. Si on veut utiliser notre règle de main droite comme on faisait tantôt, bien là, on va dire qu'on va envoyer notre index dans la direction du courant, qui est dans la même direction que le L, si on veut. Le majeur va être dans la direction du champ et le pouce va nous donner la direction de la force. Dans l'exemple qui est ici, si j'envoie mon index dans la direction du courant, donc je déplie mon bras vers la droite en pointant avec mon index, et que je mets mon majeur dans la direction du champ, qui s'en va entrant vers l'écran de mon ordinateur, par exemple, eh bien, mon pouce, lui, va pointer vers où? Il va pointer vers le haut. Donc, la force magnétique va être vers le haut. Donc, si on continue, la grandeur de la force magnétique lorsqu'un fil va être parcouru par un courant dans un champ magnétique, ça va se calculer comme étant ILB, sinus de l'angle entre le courant et le champ. Et l'orientation, pareil comme tantôt, perpendiculaire au champ et au courant, et à la direction du courant. Quel type de mouvement va faire une charge lorsqu'elle va arriver dans un champ magnétique? Si je prends la charge rouge là, qui est là ici, admettons que c'est une charge positive qui se déplace, dans ce cas-ci, vers la droite, et qui a un champ magnétique là, qui est entrant dans l'écran de l'ordinateur. Donc, dans quelle direction va être la force? On l'a dit tantôt. Si je déplie mon index dans la direction de V, le majeur dans la direction du champ, donc le pouce va donner l'orientation de la force. S'il y a une force qui est dirigée vers le haut, perpendiculairement à ma vitesse, bien, le vecteur vitesse va changer de direction. Ça va faire une espèce de force dirigée vers le centre, dans ce cas-ci, parce que ma force va être perpendiculaire à mon déplacement. La force en question ne changera pas la grandeur de la vitesse, mais va changer son orientation. Donc, après une fraction de seconde, la vitesse ne sera plus dans la même direction. On dit si la vitesse et le champ magnétique sont perpendiculaires entre eux, alors la particule aura tendance à tourner, à changer l'orientation du vecteur vitesse constamment. Comme ça. Donc, la force va constamment changer d'orientation de telle sorte à être toujours dirigée vers le centre. Et ça va faire un mouvement circulaire. Selon la deuxième loi de Newton, on sait que la somme des forces qui agissent sur une particule est égale à ma. Dans ce cas-ci, ça va être quoi l'accélération? Il y a un changement de l'orientation du vecteur vitesse. On est directement dans un problème d'accélération centripète, donc en présence de force centripète. La force magnétique est égale à QVB. Là, j'ai mis sin de 90. Pourquoi? Parce que c'est le sinus de l'angle entre V et B. Et on voit que la vitesse et le champ, présentement, sont perpendiculaires. Donc, s'ils sont perpendiculaires, je vais mettre sin de 90 degrés. Et on sait que l'accélération centripète, si on se rappelle le cours de mécanique, c'est égal à V carré sur R. Finalement, on peut écrire que QVB, qui est ma force magnétique, va être égal à MA, donc M, V carré, sur R. Et ça va nous permettre d'aller isoler finalement le rayon. Donc, le rayon de la rotation en question peut se calculer comme étant MV sur QB. On voit que ça va faire un mouvement circulaire
qui va dépendre de la vitesse. On vient de trouver le rayon de rotation et ce rayon-là va dépendre de la vitesse. Plus la vitesse de la particule va être importante, on voit que plus le rayon va être important aussi. Si on regardait les autres paramètres, on pourrait voir aussi que plus la masse est importante, plus elle va faire un rayon de rotation qui va être grand aussi. D'un autre côté, plus la charge va être importante, comme elle est en dessous de la division, ça va faire en sorte que plus la charge va être importante, plus le rayon de courbure va être petit. Même chose pour le champ. Donc, c'est sûr que ça va tirer plus fort sur la charge. Donc, à ce moment-là, le rayon de rotation va rapetisser par le fait même. Elle va tourner beaucoup plus rapidement. Donc, puisque la vitesse, c'est un déplacement, comme c'est un cercle qui va être parcouru, j'ai mis delta S pour dire que c'est la circonférence du cercle qui va être fait, divisé par l'intervalle de temps donné. Je peux remplacer finalement la circonférence, donc le déplacement qui est fait par 2πr, divisé par le temps que ça prend pour faire un tour. On appelle ça la période et c'est représenté par un T majuscule. Donc, finalement, la vitesse, ça va être égal à la circonférence que j'ai faite divisé par le temps que ça me prend pour faire un tour. Et finalement, la période, je peux l'isoler, ça va être égal à 2πr sur V. Puisque R est égal à mv sur qb, je le remplace tout simplement dans mon expression pour la période. Donc finalement, je vais avoir que la période va être égale à 2π sur v, qui va multiplier mv sur qb. On voit que les vitesses vont pouvoir s'annuler ici. Et je vais obtenir que la période de rotation, c'est-à-dire le temps que ça prend pour faire un tour, est égal à 2πm sur qb. On voit que cette expression-là ne dépend pas de la vitesse. Peu importe la vitesse à laquelle la particule va arriver dans le champ magnétique, la période, le temps que ça prend pour faire un tour, ne sera pas influencé par cette vitesse-là. Donc, ça va être influencé par le champ, par la charge, par la masse, mais non pas par la vitesse. Par contre, le rayon de rotation, lui, est influencé par la vitesse, mais pas la période, ni la fréquence. Parce que, si on se rappelle, la fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est 1 sur la période. À ce moment-là, si la période ne dépend pas de la vitesse, la fréquence non plus ne dépendra pas de la vitesse. Donc ça ici, ça représentait la période, tout simplement.